Aujourd'hui, on parle de bac à sable. Et oui, Internet, on va parler de bac à sable dans les jeux de rôle. Un bac à sable, c'est une histoire ou une structure narrative, votre aventure où tout est possible. C'est-à-dire, on n'a pas une prémisse de départ où on sait qu'on va passer par des points décidés d'avance. Un peu comme dans un film ou dans un roman, un bac à sable, c'est un lieu à découvrir, une région à explorer. Et bien souvent, ça laisse beaucoup de liberté aux joueurs de décider dans quelle direction ils vont aller. C'est un peu le saint Graal pour plusieurs rôlistes, pour plusieurs maîtres de jeu. On se dit que c'est la meilleure façon de jouer à Donjons Dragons ou tout autre jeu de rôle fantastique. Cependant, il arrive souvent qu'on se retrouve avec le blues du bac à sable. On croit qu'on va vivre une expérience incroyable où tout est possible et on lance nos aventuriers dans un monde où ils se retrouvent rapidement perdus, où ils se retrouvent submergés par trop d'options et finalement la partie s'étiole un peu. Mais je pense qu'il existe plusieurs bacs à sable qui fonctionnent du tonnerre, surtout dans le monde du jeu vidéo. Puis je me dis que c'est peut-être une bonne façon pour nous de s'inspirer de titres comme Zelda, Breath of the Wild, pour essayer de trouver qu'est-ce qui fonctionne bien dans une structure non linéaire d'aventure et comment on peut amener ça dans nos parties de D&D. Fait que la première chose que je te conseillerais pour ton bac à sable, c'est de quand même leur trouver une première quête tutoriel. Parce que oui, le monde est vaste. Tu as peut-être une carte remplie de X à explorer, des châteaux, des ruines, des donjons, un marécage hanté. Mais pour les joueurs, c'est difficile de savoir vers où se diriger. Ils ont besoin de désirs, de projets. Puis parfois, si tu joues avec des joueurs qui sont peut-être un peu, pas néophytes, mais qui veulent juste passer un bon moment, sans trop se casser la tête, si tu leur donnes toutes ces options-là, et qu'ils ont tous leurs personnages avec leur backstory qu'ils ont créé, qui s'en va dans plein de directions différentes. Il y en a un qui veut redevenir le roi du royaume, il y en a un qui veut trouver le sortilège pour ramener sa mère à la vie. Bien, ils vont se sentir tiraillés par toutes ces options-là. Moi, j'aime beaucoup commencer avec une quête unique, simple. Dans des jeux comme Earthborn Rangers, qui est un super bac à sable de deck building, on va te donner la mission de faire une livraison de biscuits du point A au point B. Ça va te faire passer par des chemins qui sont relativement sécuritaires, mais dans lesquels tu peux quand même choisir. Est-ce que tu passes par la forêt, le marais? Est-ce que tu prends la route ou tu t'en éloignes? Le but, c'est de lancer vos joueurs dans une première mission claire dans laquelle ils vont découvrir l'univers, ses habitants, la faune et la flore. Fait que je pense que c'est super intéressant, même dans Zelda, dans tous les Zelda, on a toujours une première mission tutoriel où on doit apprendre à connaître les mécanismes du jeu, où on apprend à connaître c'est quoi les ressources qu'on peut trouver, comment on peut les agencer ensemble. Fait qu'ayez pas peur de vous trouver une première mission simple. Un premier donjon, une mission de pick-up and delivery. Est-ce qu'on doit aller livrer un objet magique, une personne importante? Juste un premier objectif clair. Comme ça, tes joueurs, dès le début, vont sentir que les joueurs sont mis à l'épreuve, qu'ils vont devoir faire quelque chose, travailler ensemble, ils vont apprendre à connaître leur personnage et ton monde. La deuxième chose qui fonctionne vraiment bien dans tous les bacs à sable, que ce soit Assassin's Creed, Horizon Zero Dawn, Zelda, ce sont les points de hauteur. Avoir un repère géographique que tes joueurs voient de loin. Parce que oui, on a la carte, hein? Moi, je donne toujours une carte de l'univers à mes joueurs dans un bac à sable pour les inspirer de qu'est-ce qu'il y a autour d'eux, vers où ils pourraient se diriger s'ils en avaient envie. Mais c'est sûr que quand tu es sur le plancher des vaches, là, tu commences dans le premier village ou la première petite forêt, j'aime ça montrer des trucs qui dépassent, tu sais, que tu vois dans les airs de loin. Une vieille tour que tu peux voir au loin à travers la brume. Est-ce que c'est une montagne mystérieuse? L'exemple parfait dans Zelda, ce sont les points d'observation en hauteur ou le fameux château volant de Ganon au milieu de l'espace. Tu vois une structure qui vole dans les airs, puis tu te dis, là, il y a quelque chose d'intéressant. Un jour, on va y aller, puis on va découvrir le secret. Fait que c'est le fun d'avoir des éléments qui détonnent. Parce que c'est sûr que quand tu es juste dans une forêt, puis partout autour de toi, c'est que de la forêt, tu n'as pas l'impression d'avoir quelque chose vers quoi te diriger. Là, ça peut déjà piquer la curiosité des joueurs. Je vous dirais,
L'équivalent de ça en termes de roleplay, ce sont les rumeurs. Moi, j'aime beaucoup, sur le chemin des joueurs, dans cette première mission-là, leur donner des rumeurs de l'univers. Comme ça, tu peux tutorialiser aussi tes factions. Ils apprennent qu'il y a un groupe de sorciers maléfiques qui s'appelle les Drunes, qui capturent des enfants pour faire des rituels vraiment weird. Fait que t'en entends parler, c'est des rumeurs qui circulent. Tu peux entendre parler de vieilles ruines qui ont été vues s'allumer dans la nuit, dans les derniers temps. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne sait pas. Tu peux entendre parler des fées, puis des seigneurs fées, comment ils ont disparu, comment ils étaient là, mais qui se sont lentement effacés. Tu peux croiser leurs ruines pendant que tu t'aventures dans la forêt. Fait que les rumeurs, c'est comme des montagnes que tu vois au loin, mais c'est des montagnes dans le tissu social et culturel de ton monde. Tu comprends-tu? C'est des choses qui dépassent dans les conversations. Est-ce que les marchands vont parler justement d'une guerre qui se trame au nord, d'une inquiétude d'une maladie qui semble venir de l'ouest, ou de rumeurs d'une sorcière qui vit isolée dans un château vraiment très très loin dans les montagnes? Fait que ça aussi, tu dois en agrémenter tout au long de l'aventure pour donner des aperçus de quêtes et d'accroches narratives à tes joueurs. Le quatrième point important, là, c'est qu'on s'est donné beaucoup de façons de donner des indices et des quêtes à vos joueurs, mais ça, c'est super important, c'est quelque chose que j'ai pas compris assez vite. Il faut que tu fermes le robinet des quêtes un moment donné. Tu sais, tu as ton robinet à quête, là, puis là, il y a les joueurs qui sont là avec leur petite... Excuse-moi pour cette allégorie-là, Internet. Il va falloir que tu attubiches jusqu'à la fin. Mais t'as tous tes joueurs qui sont là avec leur petit verre, puis qui font « Oui, j'en veux des quêtes, j'en veux des quêtes! » Puis là, tu leur en donnes, puis là, ça déborde. Puis là, ils oublient les premières quêtes parce que c'est en train de déborder de leur verre de quête. Tu comprends-tu? Faut que tu fermes le robinet! Un moment donné, c'est too much. Il y a trop de rumeurs, il y a trop d'affaires mystérieuses, il y a trop de cartes, il y a trop de possibilités. Tes joueurs vont faire une indigestion. Comme humain, on est juste capable de garder en tête là, une couple de choix possibles à tout moment donné. Puis imagine tous les choix qu'il faut que tu fasses dans ta sainte vie, dans ta vie d'humain normale. Là. Fait que là, quand tu t'en vas t'évader dans ta petite game de Donjon Dragon, si ton MJ te donne genre 15 quêtes secondaires, plus 3 quêtes principales optionnelles, plus un objet magique que tu n'as pas débloqué encore, à un moment donné, tu vas juste oublier, ou tu ne comprendras plus, ou tu ne sauras plus c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est à prioriser. Puis je le sais qu'on peut dire à nos joueurs, « Hey, c'est votre aventure, c'est vous qui choisissez. » Mais parfois aussi, tu as plein d'affaires qui se jouent dans ta tête. Tu te dis, « Mais je veux faire plaisir à mon maître de jeu. Je veux pas être le joueur égoïste qui veut juste faire ma quête à moi. » Fait que tous les joueurs se regardent en faisant, « Ben, je sais pas, là, on pourrait peut-être aller voir les rats dans le sous-sol. »« Ouais, on pourrait. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi aller voir la sorcière. »« Ouais, mais pourquoi on ferait ça? La sorcière, pourquoi on irait? » Tu sais, tu as besoin, un moment donné, de leur dire, OK, vous l'avez trouvé, là, la quête importante, vous l'avez entre les mains. Si tes joueurs sont passionnés par le château volant, fais en sorte que ça devienne la quête principale. Pas besoin de te fier nécessairement au module. Si le module te dit que c'est, je sais pas moi, Azathoth, le grand ancien qui est de retour, mais que les joueurs, ça ne l'intéresse pas à chaque fois que tu parles du culte, essaye de connecter le contenu du module à ce qui intrigue réellement tes joueurs. Puis à un moment donné, arrête. Arrête de leur donner des quêtes secondaires, laisse-les finir une affaire. Parce que ça aussi, si on ne finit pas une quête, si on ouvre toujours un nouveau chapitre, de nouvelles possibilités qu'on pourrait explorer, l'esprit complétionniste de plusieurs de tes joueurs va surchauffer, puis ça va leur donner l'impression qu'il n'arrive rien. Il arrive de quoi? Quand il y a un début, milieu, puis fin. Fait que ça, on a besoin d'en avoir. Si tu as des quêtes secondaires, c'est parfait. Si les joueurs sont intrigués par la tour mystique, c'est parfait. Si les joueurs ont envie de débloquer les pouvoirs de l'objet magique, c'est parfait. Mais assure-toi qu'ils finissent une quête avant d'en commencer une autre. Je pense que c'est là où la plupart des bacs à sable se désagrègent naturellement. C'est qu'on leur donne trop de prémices de quête et on n'en finit pas assez. C'est ce qui est arrivé dans notre partie de Dolmenwood. On a le super supplément de Dolmenwood qui est un gros livre de genre quasiment 600 pages rempli de quêtes, de lieux, de hex à explorer. Puis chaque session, il y avait au moins 8 nouvelles possibilités qui s'ouvraient devant mes joueurs. Puis à chaque fois, ils étaient comme, ben là, on va poursuivre le fantôme du pirate, trouver son trésor. Et en chemin, ils recevaient une malédiction et c'était, ben là, il faut d'abord guérir la malédiction de Max si on veut continuer. Et là, ils s'en vont essayer de trouver une sorcière, mais sur leur chemin, ils trouvent des ruines. On pourrait peut-être explorer les ruines pendant que Max est maudit. Et là, ça n'en finissait plus!
C'était comme une espèce d'avalanche, une succession de poupées russes, de petites quêtes qu'on n'arrive jamais à terminer. Fait que ça, c'est sur moi. Il aurait fallu que je ferme le robinet plus tôt. Et mon dernier conseil, parce que je trouve que ce concept-là est vraiment cool pour un bac à sable, puis c'est rare qu'on a l'occasion de le faire dans une partie un peu plus dirigée, c'est d'avoir des boss vraiment, vraiment forts que tu caches aux quatre coins de la carte. Les gens savent que ces boss-là existent et ils peuvent les affronter quand ils veulent. Donc, niveau 1, ils pourraient aller cogner à la porte du boss final. Aller à la porte du grand roi, le tyran qui a commencé à prendre le contrôle des terres au nord. Et ils vont se faire tuer, ou ils vont se faire capturer, c'est sûr. Mais tu dois leur donner cette possibilité-là de voir l'accessibilité des boss finaux. Que ce soit un dragon qui hante les terres à l'ouest, que ce soit un méchant, la sorcière justement qui vit dans les montagnes. Fais miroiter ces rumeurs-là dès le début parce que ça va mettre en contact tes boss de différents arcs de ton histoire avec tes joueurs dès le début. Niveau 1, ils en entendent parler. Ils pourraient aller cogner à la porte au niveau 4 s'ils veulent. Après ça, libre à toi de décider que ce soit une rencontre qui est presque ingagnable. Mais ce qui est le fun dans un bac à sable, c'est qu'ils vont gagner des outils. Ils vont se demander comment on peut aller chercher des alliés, des objets magiques pour vaincre la sorcière, entendre parler de ses faiblesses, peut-être même négocier une trêve avec. Fait que oui, peu importe les méchants, peu importe les châteaux ou les ruines que tu mets sur la route de tes joueurs, tu dois être prêt à ce qu'ils aillent cogner à la porte de ces éléments-là dès la première ou la deuxième session. Puis crois-moi, là, ça, c'est vraiment une décharge d'adrénaline qui fait que ces types de structures-là d'aventure sont vraiment plus cool que les aventures linéaires. Parce que tout le monde est toujours hyper surpris par les décisions des joueurs. Fait que voilà Internet, j'espère que j'ai pu te donner quelques conseils. Moi-même, j'essaye de pouvoir explorer ces idées-là pour mon prochain bac à sable. J'essaie encore de sauver ma partie de Dolmenwood, là, elle n'est pas morte encore, mais disons que j'aurais aimé avoir ces conseils-là avant de commencer mon bac à sable. Fait que voilà, n'hésite pas Internet à t'abonner à notre chaîne si tu veux d'autres conseils jeux de rôle. Puis hey, si t'es à Montréal cet été, en juillet, on a notre festival de jeux de société gratuit qui revient. Le FLIM. Ben oui, le FLIM, c'est un super événement et tu Games s'associe à eux pour faire découvrir des jeux gratuitement dans la rue à Montréal. Fait que viens nous voir! Puis si tu veux nous donner un coup de main, tu peux aller voir le lien dans la description. Ben, pour faire partie des bénévoles ou nous donner un petit montant pour nous aider à réaliser ce projet. Fait que merci Internet. Merci d'être là, puis je vous souhaite beaucoup de beaux bacs à sable cet été. Que ce soit des vrais bacs à sable ou des bacs à sable pas pour vrai. Parce que c'est le fun de jouer dans ça.